C'est un sujet qu'on a déjà abordé plusieurs fois dans les vidéos, mais qui m'intéresse beaucoup, qui est de savoir c'est quoi qu'on considère un manga. Quelles sont les spécificités qu'on reconnaît à ce type de bande dessinée. Et aujourd'hui, on va parler d'un manga justement qui interroge un petit peu ça, parce qu'il fait partie de cette catégorie de mangas qui sont un peu les mangas qui sont adressés à des gens qui ne sont pas lecteurs de mangas. Ce manga, il est là, il s'appelle Underwater. Underwater, c'est un manga sous-titré Le Village émergé. C'est un manga de la mangaka Yuki Urushibara qui a fait d'autres séries, qui est très connu qui est surtout connu pour un manga qui s'appelle Mushishi que je n'ai pas lu, qui a pas mal de fans. Je sais que c'est un manga qui est plutôt aimé. Moi, je ne connais qu'Underwater de son travail. C'est un manga qui est paru au Japon en 2011 et en France en 2016. Et qui est sorti dans la collection Latitude, vous voyez le logo qui est là, une collection de Kiyun dont on a déjà parlé plusieurs fois, et qui est une collection justement qui est très axée sur ce que je disais en intro, c'est-à-dire sur ces mangas qui sont adressés à des gens qui ne lisent pas des mangas. On peut le voir dès le format, il y a déjà quelque chose, c'est du grand format, avec, vous voyez, des couves assez élégantes, il n'y a pas de jaquette, il n'y a pas les codes habituels du manga, c'est pas le petit format manga, le prix est à l'avenant, c'est-à-dire que c'est des mangas, je crois, qui coûtent 14 €, quelque chose comme ça. Alors, c'est en 2 tomes, donc ça fait pas très cher, ça fait 30 € le tout. Mais 30 € pour un manga, finalement, c'est quand même beaucoup plus cher que ce à quoi on est habitué, nous, lecteurs de manga. Là aussi, en fait, alors, c'est une manière pour Kiyun de gagner de l'argent et de rentrer dans leurs frais de la grande édition, comme je vous dis, de grand format. Mais c'est aussi un signal envoyé, un signal inconscient, qui va s'adresser à une autre clientèle, qui va s'adresser à autre chose qu'au lectorat manga classique qui est plutôt composé, alors ça a vachement évolué avec le temps, mais qu'on visualise un peu comme un public d'adolescents et qui est habitué à payer ses mangas 7-8 €, plutôt 8 aujourd'hui. Les prix augmentent de jour en jour et vont augmenter encore en 2023, je ne sais pas si vous avez vu. Bon, c'est la crise du papier, c'est l'inflation, c'est la fin du monde qui se précise, c'est un peu tout ça. On va falloir s'habituer, les mangas vont coûter à peu près 8 € maintenant, je pense. Underwater coûtait déjà beaucoup plus. Et le cas d'école de ce type de manga qui sont adressés à des non-lecteurs de manga, c'est bien sûr Quartier Lointain, qui est vraiment le manga typique de ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, au Japon, Quartier Lointain ou Underwater ont d'abord été publiés comme n'importe quel autre manga, avec un format manga tel qu'on le connaît. C'est arrivé en France qu'il y ait eu cette édition différente. Vous savez, Quartier Lointain, qui est édité par Casterman, qui a eu droit très longtemps, peut-être encore aujourd'hui, à une édition en sens de lecture français, avec une couverture dure qui rappelle les bandes dessinées classiques franco-belges. Et tout ça, c'était vraiment une façon de dire non, vous inquiétez pas, ici, c'est pas Dragon Ball, c'est pas les trucs de gamins qui balancent des boules de feu. On est sur du sérieux là. Et c'est un truc, moi, qui m'interroge beaucoup en tant que lecteur de manga et lecteur de bande dessinée en général, parce que c'est des bonnes bandes dessinées. Quartier Lointain, j'aime beaucoup. Underwater, j'aime beaucoup, on va développer. Mais je vois ce que les éditeurs essayent de faire, je vois comment ils essayent de vendre ces mangas-là, et pourquoi il faut une différence là-dessus. Et c'est intéressant de voir certains journalistes, par exemple, certains critiques littéraires, qui vont dire Quartier Lointain, c'est vraiment très bien, c'est pas comme les autres mangas. Comme sous-entendu, les autres mangas, c'est pas très bien. Et nous, lecteurs de mangas, en général, moi, j'ai jamais trop rencontré de gens qui aimaient pas Quartier Lointain. Il y a sûrement des gens qui aiment pas, mais je veux dire, les lecteurs de mangas ne sont pas contre Quartier Lointain. Par contre, les lecteurs de Quartier Lointain sont souvent contre les mangas. Et ils vont dire que Quartier Lointain est une exception. Et ça m'interroge vachement. Et je me dis, nous, lecteurs de mangas, qu'est-ce qu'on trouve dans les mangas? Qu'est-ce qui fait la spécificité des mangas selon nous? Est-ce que c'est juste le fait que ce soit de la bande dessinée japonaise? Je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. Et que oui, Quartier Lointain ou Underwater aujourd'hui sont des mangas, dans le simple fait qu'ils sont des bandes dessinées japonaises. Donc manga, point. On peut s'arrêter là, c'est une vraie définition, c'est pas faux de dire ça. Mais je crois que ce qui a fait le succès des mangas en France,
ce qui a fait leur spécificité, ce qui a fait que le public français s'est à ce point reconnu, vous voyez mes mains, c'est à ce point reconnu dans ce type de bande dessinée. Ce ne sont pas ces bandes dessinées-là. C'est bien plus Akira, Dragon Ball, je sais pas, GTO plus tard, ou même dans les shoujo, Orange, plein de l'Attaque des Titans aujourd'hui, Naruto, One Piece, tout ça. Et en fait, ces mangas-là apportent quelque chose que la bande dessinée européenne, on va dire occidentale, n'apportait pas dans l'énergie, dans le dessin, dans la structure des récits, dans leur longueur également, le fait que ce soit souvent des séries très longues. Tout ça, on ne l'avait pas dans notre bande dessinée. Là où on avait déjà, dans la bande dessinée franco-belge, des choses qui ressemblaient, d'une manière ou d'une autre, à Quartier Lointain ou à Underwater, dont on va parler aujourd'hui. C'était mon intro qui est très longue, mais c'est un propos, moi, qui m'intéresse beaucoup, auquel je réfléchis passivement, j'y réfléchis pas toute la journée non plus, mais j'aime bien parler de ça avec vous en vidéo. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ça, de qu'est-ce que c'est, pourquoi on aime plutôt les mangas que la bande dessinée, ou vice-versa. À quel moment on trace une ligne sur ce qu'est la spécificité du manga? Est-ce qu'on s'arrête à c'est une bande dessinée japonaise? C'est une possibilité. Encore une fois, c'est pas faux comme réponse. Après toutes ces digressions, on va s'intéresser à Underwater. Donc, comme je disais, œuvre de Yuki Urushibara, qui donc autrice de Munchishi, je crois que c'est ça, Munchishi. Et Underwater, donc en 2 tomes, raconte une histoire qui rappelle Quartier Lointain, elle aussi. Hein, on va tac, j'essaye de vous montrer le début. Où il y a cette héroïne qui est une ado japonaise de nos jours, qui vit sa vie dans le Japon d'aujourd'hui, qui fait partie d'un club de natation, mais il y a une canicule, ça nous rappelle aussi ce qu'on a vécu cet été, il y a une canicule qui fait que la piscine est fermée, donc voilà, et elle fait un malaise et s'évanouit. Vous voyez, le grand format est toujours un peu dur à filmer. Elle s'évanouit et elle se réveille dans un village qu'elle ne reconnaît pas, avec une chute d'eau, voilà, vous la voyez là. Elle va croiser très vite un gamin qu'elle ne connaît pas non plus, elle comprend pas bien où elle est. Elle a l'impression d'avoir été téléportée, puis finalement elle se réveille et revient dans son époque, parce qu'en fait ça va être ça. Ça va être une histoire un peu de voyage temporel. Et en fait, quand elle s'évanouit, elle va s'évanouir plusieurs fois, c'est durant la canicule. Elle est téléportée dans le village d'enfance de ses grands-parents. Là où son histoire familiale récente a commencé, d'une certaine façon. Un village qui est sous la menace, en gros, de la modernité. C'est-à-dire qu'il y a des plans d'urbanisme pour raser le village et le remplacer par un barrage. En fait, dans l'époque présente, le village n'existe plus. Il est sous l'eau. Underwater, le titre. Et il est sous l'eau. Il y a un barrage qui a été construit à proximité. Voilà, c'est devenu une réserve d'eau. Et donc, voilà, il va y avoir des allers-retours entre le passé, le présent, et la lumière qui nous aveugle, entre le passé et le présent, pour comprendre à la fois ce qui s'est passé dans ce village, qui est ce gamin qu'elle n'arrête pas de croiser, elle ne sait pas qui c'est au départ, elle ne voit pas qui ça peut être dans sa famille. Et il y a tout un truc de liens familiaux. Elle va très vite rencontrer son grand-père, et voilà. Et dans le présent, elle va interroger sa grand-mère, sa mère, essayer de comprendre un peu l'histoire familiale. C'est très touchant. Il y a un vrai rapport sur l'évolution du Japon, le progrès. On peut dire à la fois le progrès et la fin des traditions. C'est toujours un peu un double sens. Ça peut rappeler un film français que j'aime bien, d'une certaine façon, qui est La Soupe aux choux, qui est un film qui est très décrié, un peu à raison, parce qu'il a un côté nanardesque. Vous devez voir de quel film je parle, avec Louis de Funès, Jean Carmet et j'ai oublié le nom, le mec du dîner de con. Mince, bon, c'est pas grave, mais La Soupe aux choux, qui est aussi une version française un peu de ça, de la fin des petits villages, en fait. On voit les petits villages en train de se transformer, et c'est la fin d'une certaine idée des traditions agricoles, des traditions rurales. Et là aussi, dans Underwater, ça parle de ça. Ça parle d'un village qui est en train de vivre ses derniers instants parce que le monde moderne le rattrape. Ça parle aussi des liens familiaux. Et il y a une spécificité japonaise là-dessus. On a une tradition, on va dire, européenne,
occidentale, une tradition qui vient un peu de l'Antiquité grecque et tout ça, et de la psychanalyse plus tard aussi, qui a vachement refait ça, qui est en Occident, on a un peu la vision pour grandir, pour devenir adulte, qu'il faut ce qu'on dit tuer le père. Alors c'est métaphorique, c'est pas réellement tuer son père, mais c'est-à-dire dépasser ses parents, faire en sorte, vous voyez les dessins sont parfois très métaphoriques, il y a toujours ce passage entre le rêve et la réalité. Et oui, il y a un peu cette idée de tuer le père en Occident, c'est-à-dire de s'affranchir de ces liens familiaux, de s'affranchir de ce qu'on est par naissance, pour s'accomplir personnellement via nos objectifs personnels, via notre démarche personnelle. Là où en Asie, il y a beaucoup plus une tradition d'honorer sa famille, d'honorer ses ancêtres, de se montrer digne de ce que la famille a fait. Et il y a beaucoup moins cette idée de repousser d'où on vient. Il y a plus une idée de l'embrasser, de continuer la tradition, de continuer l'arbre généalogique, de s'inscrire dans un cycle. C'est des visions qui sont ni bonnes ni mauvaises, hein, ni l'une ni l'autre. C'est juste des structures sociales qui sont un peu différentes. Et là, c'est intéressant dans Underwater, donc l'héroïne va être confrontée aux anciennes générations de sa famille, et ça va être très bienveillant, ça va être très positif, ça va être une admiration en fait pour ces anciennes générations. Elle va pas remettre en cause ce qu'ils ont fait, même s'il y a des erreurs de fait qu'elle va voir. Son grand-père, par rapport à la destruction du village, joue un rôle. Alors c'est pas lui qui détruit le village, hein, mais fait des choses qu'on pourrait considérer comme des erreurs de jugement en tout cas. Mais tout ça, elle va pas le remettre en cause, ça va être au contraire une acceptation, une admiration pour ce grand-père. Et là où en Occident, on pourrait y avoir un regard peut-être plus critique, peut-être de jeunes générations qui viennent pour remplacer les anciennes, entre guillemets. Là, c'est pas ça. La jeune génération ne remplace pas l'ancienne, au contraire, elle vient la soutenir, en fait. Elle vient en successeur, quoi. Et c'est intéressant. Alors, tout ce que je dis, je ne suis pas sociologue. Il y a évidemment des exceptions dans un sens comme dans l'autre. Il y a des traditions occidentales qui vont honorer la famille, et il y a des Japonais qui vont s'inscrire en rébellion vis-à-vis des traditions familiales, hein, évidemment. Je fais des très grosses généralités. Mais Underwater permet aussi de voir cette vision-là, cette vision japonaise de la généalogie, de la famille, de la tradition. Au niveau du dessin, moi, je trouve ça très beau. C'est pas incroyable, c'est pas la plus grande dessinatrice au monde, mais il y a une vraie légèreté dans les paysages. Elle fait des super plans d'ensemble. Je trouve qu'elle arrive vachement bien à rendre ce petit village construit dans une vallée. Vous voyez, là, c'est le moment où il se fait recouvrir d'eau. C'est des très beaux dessins quand même, quoi. Il y a un truc vraiment sur les paysages. Les personnages, moi, je les trouve assez... ils sont très sympathiques dans le récit, mais en termes de dessin, je leur trouve pas un charisme incroyable. Je trouve que le dessin des personnages est assez lambda. Il est pas mauvais, mais j'ai pas grand-chose à en dire. Par contre, c'est vraiment le dessin des paysages et la manière de cadrer la nature qui entoure ces personnages que je trouve vraiment très belle. Et c'est un manga très touchant qui fout un peu la chiale de temps en temps. C'est pas les grandes eaux, hein, c'est pas vous allez pas pleurer du début à la fin parce que c'est assez doux, c'est assez subtil, c'est même presque pudique dans les émotions, mais c'est très touchant quand même. Et c'est un très chouette manga qui est clairement marketé, comme je disais, et je comprends pourquoi, pour les gens qui ne lisent pas vraiment de manga, parce que c'est un récit, c'est une approche. Je suis désolé, il y a la lumière du matin qui rend tout très blanc. Je vais me bouger par là. Hop, voilà, c'est un peu mieux. Et ouais, c'est un récit, en fait, qu'on aurait pu imaginer dans une BD européenne. Alors, avec un trait un peu différent, avec des paysages différents, évidemment, ça ne se serait pas passé au Japon. Mais le récit en lui-même, la narration, les types de personnages, les thématiques, tout ça sont des choses pas spécifiques au manga, en réalité. Et c'est pas du tout une critique que je fais. Mais je comprends pourquoi il se retrouve dans la collection Latitude et qu'il n'est pas édité en petit format à jaquette tel qu'on connaît. C'est une tentative d'aller toucher un autre public. Je ne sais pas si la tentative a été réussie. Je ne sais pas à quel point ça marche, ce genre de tentative. Ça a marché sur Quartier Lointain, toujours lui. Mais à part celui-là,
est-ce que vraiment les gens qui ne lisent pas de manga, nos parents, les générations de gens qui ont 50, 60 ans, qui n'ont pas grandi avec ça, est-ce qu'ils vont au rayon manga de la Fnac et est-ce qu'ils achètent Underwater? J'en sais rien. Sûrement un peu plus qu'ils n'achèteraient l'Attaque des Titans, mais je pense que ça reste quand même dans la tête des gens, ça reste du manga, ça reste de la BD japonaise. Et pour ceux qui n'en lisent pas, il y a un vrai stigma autour de ça. Il y a un vrai truc de ouais, c'est pour les ados, c'est pas terrible, c'est un peu con. Il y a quand même des beaux dessins, hein, comme vous voyez. Il y a quelques pages couleurs dans l'édition de Kiyun. Pas dans le premier, peut-être. Non, dans le premier. Ah, au tout début. Au tout début, il y a quelques pages couleurs. Et c'est surtout dans le deuxième où ils ont fait un recueil des couvertures japonaises. Que ces couvertures-là, alors, sont faites par l'autrice, mais a priori, c'était pas les couvertures japonaises. Alors, c'est peut-être une autre édition. Peut-être qu'au Japon, cette édition existe quand même, je ne sais pas. Mais les couvertures japonaises, c'était celle-là plutôt. C'était ça, celle-là également. Et celle-là, voilà. Celle-là est très chouette aussi. Donc là, à l'époque moderne. Voilà, et Underwater, ouais, c'était un peu le troisième épisode de la série sur l'eau, après Le secret des écailles bleues et Undercurrent, qui avait un titre très similaire. Et sur les trois, Underwater, c'est peut-être celui qui m'a le moins marqué, en réalité, mais je le trouve vraiment très chouette quand même. Et si vous voulez un manga comme ça, un peu adulte, un peu contemplatif, qui pose des questions, mais sans en faire trop non plus. Faut se laisser porter par l'histoire, faut se laisser porter. Il y a aussi tout un rapport, là, c'est ce dessin qui m'y fait penser, avec la spiritualité shintoïste, le rapport des Japonais à la religion, qui est intéressant aussi. Alors, c'est pas développé de fou, mais c'est présent dans le manga. Et tout ça en fait une œuvre très, très douce, dans laquelle on se coule, qui fait du bien le temps de la lecture. Je sais pas si elle me laissera des souvenirs toute ma vie, je pense pas, très honnêtement. Mais j'ai beaucoup aimé sa lecture. C'était une lecture très agréable, très douce. Vraiment, c'est le bain dans la rivière en été, quoi. Et ça fait du bien, de temps en temps, ce genre de lecture. Et c'est un des rares mangas qui sont faits, même, qui sont pensés pour être conseillés à des gens qui n'en lisent pas. Donc n'hésitez pas, si vous avez des parents, des tantes, des oncles, ou même des gens de notre génération, il y a des gens de notre génération qui ne lisent pas de manga, n'hésitez pas à leur conseiller Underwater, c'est une très belle série qui touchera, je pense, un peu n'importe qui. Je vous remercie de m'avoir écouté, on se retrouve la semaine prochaine avec un manga qui sera extrêmement différent. On va parler, je peux vous le dire tout de suite, d'un nanar absolu, mais une espèce de petite curiosité trouvée en occasion, qui s'appelle Leaves, qui est ici, qui est un manga vraiment pas terrible, mais j'aime bien vous parler de petits titres comme ça inconnus. Je vous dis donc à la semaine prochaine. Je ne vous montre pas mon chat qui est parti je ne sais où. Et je vous dis bon week-end. Prenez soin de vous. Ciao.